Bonjour et bienvenue aux 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème pour sa 20e édition. Aujourd'hui, avec nos 3 invités, l'historien et sociologue Pierre Birnbaum, l'historienne et écrivaine Dominique Missika et le grand reporter et écrivain Alfred de Montesquieu, nous parlerons des écrivains en Europe à la charnière des 2 siècles, et parmi eux Irène Nemirovsky. Et puis nous parlerons également du procès de Nuremberg en 1945-46, et à la toute fin, nous évoquerons la biographie d'Ossioran et l'œuvre de l'historien israélien Zev Sternel. Alors Pierre Birnbaum, vous faites paraître ces jours-ci le roman du malheur, sous-titré « De Vienne à New York, les écrivains juifs au tournant du XXe siècle », ça paraît donc chez Gallimard. Le roman du malheur, ce n'est pas un titre très engageant. C'est dommage parce que c'est un livre très riche, très dense, très fécond, évidemment nourri aux meilleures sources, on vous connaît. Mais vous n'avez pas hésité sur le titre ? J'aurais pu trouver pire. Oui, ça. Et il faut dire que les temps contemporains vous incitent aussi à vous tourner vers le malheur. Donc c'est la phrase très célèbre de Heine, et qui est reprise de manière assez intéressante dans les années 50 par Léo Strauss à Chicago, qui dit qu'en effet, la seule manière de se débarrasser, c'est par l'assimilation. Donc c'est au fond une sorte de réflexion sur malheur et quelle sortie du malheur. Y a-t-il une sortie possible du malheur ? Et le livre est assez pessimiste. Le livre ne voit pas de sortie de ce malheur de l'histoire juive du tournant du XXe siècle. Il est basé sur un certain nombre d'analyses de grands auteurs, de Zweig à Joseph Roth. Disons, c'est une analyse comparative qui va de l'Autriche-Hongrie jusqu'aux États-Unis. Et la France ? En passant par la France, l'Angleterre, mais l'Italie aussi, à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, avec Svevo, Bassa, Bassani, etc. Et puis derrière cela, il y avait l'idée de reprendre ce que j'ai fait il y a très longtemps en sociologie politique, c'est-à-dire l'analyse comparative des États, et voir dans quelle mesure ces grands auteurs ont conscience ou non, dans les romans, dans leur imagination, qu'ils élaborent, que leur imagination est structurée ou non par des types d'États, par des types de sociétés qui sont radicalement distincts. Au bout du compte, on a un peu l'impression que c'est pas le cas en dehors de la France, qui effectivement est assez exceptionnelle, avec les auteurs comme Bloch ou d'autres Albert Cohen, qui ont une vision souvent très universaliste. Et Bloch, par exemple, sera le seul à adhérer au Parti communiste de tous mes auteurs. S'il y a un seul communiste, c'est lui. Et puis il y a Marcel Proust aussi, et quelques autres. On va en reparler en détail. Volontiers. Mais avant d'aller plus loin, sur la méthodologie, en quoi la période que vous avez choisie, fin 19e, début 20e, est-elle nécessairement charnière ? C'est-à-dire que c'est la fin du libéralisme, c'est la période d'avant la Shoah, c'est le moment où triomphe l'individualisme, le libéralisme, la démocratie, le parlementarisme. On a l'impression d'avoir un monde tranquille quand même. Il y a bien sûr des horreurs un peu partout, en Afrique ou ailleurs, mais c'est avant la guerre 14-18, cette période va être traversée par la guerre 14-18, mais disons, ces auteurs sont tous nés entre 1860 et 1870. Mais votre étude va jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, je suis ces auteurs jusqu'à leur décès pratiquement. Donc, beaucoup décèdent avant, certains décèdent après, mais en gros, tout de même, c'est la charnière. Et alors, tout de même, il y a assez peu d'auteurs qui vont au-delà de 45, à part Albert Cohen, bien sûr Saul Bellow, c'est évident, mais la plupart d'entre eux sont décédés avant. Et d'ailleurs, je dirais que beaucoup d'entre eux vont décéder à cause de ce malheur. C'est-à-dire, c'est un livre qui met l'accent sur le désespoir, le suicide, la mort par étouffement, la mort de leurs héros qui se suicident eux-mêmes. Il y a beaucoup de malheur dans tous ces auteurs. Donc il y a le reflet de la société et Voilà. du monde dans lequel ils vivent. C'est un livre, un essai évidemment historique, mais qui est hélas d'une brûlante actualité. On va en reparler aussi. Volontiers. Mais déjà une chose, toujours sur le plan de la méthode, vous parlez dans le sous-titre sur la couverture, les écrivains juifs. Ça m'a fait penser à une réflexion que partageaient des gens aussi différents que Graham Greene, Julien Green ou François Mauriac. Chacun disait « je suis écrivain et catholique,
mais je ne suis pas pour autant un écrivain catholique. Et Philip Roth n'a jamais voulu être catalogué comme un écrivain juif. Vous en faites des écrivains juifs. Je pense que Philippe Roth l'accepterait aussi, finalement. Ah, oh. C'est la trame permanente de tous ses écrits. Il l'a refusé 10 fois. Oui, mais enfin, Zuckerman, qui ne peut pas voir dans Zuckerman son héros juif? Zuckerman parlant d'Israël, faisant fuir les Israéliens. Enfin, c'est constant à travers toute sa littérature. Le thème juif est présent depuis Portnoy et son complexe. Donc, bien sûr. Il peut le refuser, il peut le récuser, mais ça transparaît dans tous ses livres. Il peut le refuser, mais toute son œuvre l'accepte. Voilà. Et les lecteurs ne peuvent pas être dupes. Les lecteurs ne peuvent pas être dupes. Alors, il se trouve, je pense, que la plupart de ces auteurs ne cachent pas leur judaïsme. Beaucoup ne s'en réclament pas ou ne le mettent pas là, en avant, mais tous traitent d'une manière ou d'une autre de la posture des Juifs en cette période charnière de la fin du XIXe siècle et du tournant du XXe siècle, c'est-à-dire comment affronter la modernité, comment affronter l'assimilation à travers laquelle toutes ces sociétés se dirigent, que faire de leur judaïsme, rester fidèles, l'oublier. Aucun d'entre eux ne veut l'oublier finalement, aucun d'entre eux. Il ne peut pas. Et voilà, c'est ça la conclusion. Même si on le veut, on n'y parvient pas, et ça ressurgit au détour dans tous leurs romans, même les plus assimilationnistes, le nez, la culture, le yiddish, le balancement du corps dans beaucoup des héros qui d'un seul coup font exactement comme à la synagogue, dans des héros de Nemirovsky. Il y a une très belle nouvelle qui s'appelle Fraternité, où d'un seul coup il commence à trembler. C'est-à-dire que ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas, et c'est aussi le retour du refoulé. Hein. C'est pour beaucoup le retour du refoulé. Pour beaucoup d'entre eux, tout de même, ils ne le refoulent pas. Joseph Roth ne le refoule pas, Schnitzer non plus. Quand même, Stefan Zweig. Stefan Zweig, mais vous choisissez celui qui le refoule le plus, oui. Mais ça lui tombe dessus et il finit par se suicider. Donc, il en meurt. Il en meurt à force de refoulement. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts et de suicides. Alors, il y a deux tonalités qui dominent, c'est la mélancolie et l'incertitude. Ils ne savent pas où ils vont. Parce qu'ils hésitent en permanence entre différentes attitudes. Les rares qui n'hésitent pas, enfin, même si ça l'a tué, c'est Stefan Zweig. Et puis, l'extraordinaire Joseph Roth, l'auteur de la marche de Radetzky, de la crypte des Capucins. Chez les deux, il y a une nostalgie extraordinaire de l'Empire austro-hongrois. Je dirais, vous avez raison, mais ils s'opposent beaucoup. Ils sont amis, ils correspondent, vous le savez, mais ils sont radicalement contraires. Roth a totalement la nostalgie du shtetl, c'est-à-dire de l'Empire austro-hongrois dans lequel les shtetls étaient au cœur de la vie juive. C'est un âge d'or. C'est un âge d'or. Mais un âge d'or mythifié. Mythifié, pas totalement. À l'époque, Joseph Roth se dirige, va là-bas, va dans les shtetls. Il est heureux de vivre là-bas, il se sent bien, il se met à la table dans les cabarets, il revit un peu comme Kafka, il revit dans cette ambiance-là. Roth, Stefan Zweig, pas du tout. Stefan Zweig s'éloigne de ce monde du shtetl et au contraire veut aller vers la grande cité de Vienne, vers l'assimilation. Il s'oppose quand même énormément. Oui, non, il s'oppose tout en étant ami, mais on sent quand même le regret d'un âge d'or. Presque. Oui, mais pour des raisons différentes, je dirais. L'un à cause du shtetl que permet justement le grand empire austro-hongrois. L'autre ne regrette pas le shtetl, mais est au contraire en faveur de l'assimilation. Il cherche l'assimilation que déteste. S'il y a un ennemi absolu de Joseph Roth, c'est l'assimilation. Et pour lui, je dirais, si vous me permettez, il y a une phrase terrible où il dit « l'assimilation, c'est Tel Aviv ». C'est terrible cette phrase. C'est-à-dire l'assimilation, c'est soit le sionisme, où on disparaît en termes de diaspora et en termes de personnalité rompue, coupée, tragique, soit l'Occident. Et il y a des pages entières. Regardez le poids de la grâce, regardez à quel point l'Amérique tue. L'Amérique tue les Juifs. L'Amérique emporte la solitude, détruit les acteurs. Elle les tue moralement. Moralement, physiquement, oui, bien sûr, moralement, mais c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. C'est la fin du shtetl, c'est la fin des Juifs. Et si vous regardez ces nouvelles, tous disent l'Amérique m'a tué, c'est la solitude intégrale. Les Juifs se transforment en Sam, en Mad. Ils vont prendre un drink. Il y a une description incroyablement critique de la vie américaine. Et je dirais, même les shtetls disparaissent. Ce sont des suburbs, mais ce ne sont plus des shtetls. C'est-à-dire que
l'ennemi, l'ennemi c'est les États-Unis, c'est la modernité, et vous voyez bien à quel point l'un s'oppose à l'autre. Oui. Mais enfin, ce qui est intéressant chez pratiquement tous vos auteurs, j'ai oublié Jacob Wasserman aussi. Tout à fait, l'affaire Mauritius, par exemple. Oui, Mauritius. C'est en fait chez tous, vous allez me dire, chez la plupart des écrivains, c'est comme ça, le souvenir récurrent de l'enfance. Sauf que chez la plupart, c'est une enfance malheureuse. Alors le livre commence par un chapitre qui m'a beaucoup ému moi-même, parce qu'en relisant tous ces auteurs ou leurs nouvelles, on se rend compte qu'ils ont tous rencontré l'antisémitisme dans leur plus jeune âge, et parfois presque toujours à l'âge de 10 ans. 10 ans, 11 ans, 12 ans, 10 ans, 11 ans. Et donc ça les atteint de manière extrêmement forte dès leur plus jeune âge, et ils vont conserver au fond cette brutalité, cette blessure, tout au long de leur vie. On peut y voir là, au fond, la manière dont ils vont structurer leur propre existence, puisque certains d'entre eux s'en souviennent encore dans leur maturité, à quel point, à 10 ans, ils ont été confrontés au youpin, au regard, à la critique du nez. C'est assez frappant, aussi bien dans l'affaire Mauritius que chez Joseph Roth, que chez, évidemment, Albert Cohen, avec l'exemple du camelot qui l'apostrophe, qui lui dit « Toi, petit youpin, va-t'en, tu es ton petit Dreyfus, hein, n'est-ce pas, tu l'aimes bien, Dreyfus ?» C'est horrible, alors que lui se veut français, un petit français comme tout le monde, et il est totalement martyrisé. Il y revient dans ses carnets, donc qui sont publiés 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, à la dernière page, il se souvient de ses 10 ans lorsque le camelot le traitait de youpin. Mais c'est normal, puisque 10 ans, c'est l'entrée dans la grande école. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, ça change tout, quoi. On devient... Il y a une nouvelle de Franz Werfel que je cite qui est absolument abominable, là encore, où les jeunes garçons, les jeunes mettent des images pornographiques dans le cahier de notes du petit copain juif pour qu'il soit renvoyé, et en termes de juif, il est expulsé. Enfin, pourtant, ils n'avaient pas de téléphone portable à l'époque. Hein. Ils étaient précoces. Alors, il y a comme ça de nombreux cas, parce que on voit bien tout ce qui les réunit, et vous le montrez bien dans votre essai, et en même temps, chacun est un cas. Vous parlez de Proust assez longuement, il y a de très belles pages sur Proust, mais à un moment, j'étais frappé, vous dites, Swann n'est nullement juif, alors que pour le narrateur, il l'est. Mais c'est quand même plus compliqué, parce que Swann est inspiré, bon, c'est un amalgame, comme tous les personnages, mais il est inspiré majoritairement de Charles Haas, qui était juif, l'Israélite du jockey. Donc pourquoi vous dites-vous qu'il n'est nullement juif? Il ne se présente pas comme juif, il ne s'assume pas comme juif, rien dans la recherche, aucune phrase de Swann ne se réclame du judaïsme, sauf son nez à la fin, c'est-à-dire sauf la manière dont il est perçu par Charlus ou par les Guermantes, ou par, mais de lui-même, il ne se réclame jamais d'aucune dimension du judaïsme. Et lorsqu'il vient voir dès le début du livre, c'est le grand-père qui dit « Tiens, t'as ton juif qui arrive ». Mais Proust non plus ne se présente pas comme juif. C'est plus compliqué, Proust. On va y revenir si vous voulez. Même Bloch ne se présente pas comme juif. Et pourtant, il est dans le regard des autres. Mais parce que nous sommes à nouveau dans l'assimilation dont nous parlons il y a un instant. Proust, aussi bien Proust que Bloch que Swann sont tous des personnages qui veulent s'assimiler, qui veulent disparaître. Et malheureusement, ils n'y parviennent pas, aucun d'entre eux. Et pourtant, l'exemple de Bloch est terrifiant, puisque Bloch est agrégé, donc il est français de français, il est passé par l'université, et néanmoins, quand il parle, Proust le fait parler dans une sorte de sabir yiddishiste, et il est perçu par tous. Il y a ces phrases terribles de Charlus, je pense, où on dit « mais il n'est pas juif, il n'est pas français, il est juif ». Donc en permanence, il est renvoyé à son judaïsme, alors qu'il se veut assimiler. Le seul qui ne le soit pas, finalement, c'est le narrateur de la recherche. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ce qui n'est pas... inutile de rappeler. Alors quand même, vous faites, in fine, un constat, parce que c'est un livre qui est ouvert, mais en même temps, vous faites un constat qui est encore plus triste que votre titre, hein, qui est déjà le roman du malheur. C'est que c'est un constat d'échec, finalement. Et c'est là que c'est un problème, parce que comme votre livre nous parle de nous aujourd'hui, l'assimilation, c'est impossible, ou alors c'est périlleux. Le retour au shtetl, impensable. Le sionisme, impraticable, à l'époque. Hein. Enfin, même aujourd'hui, c'est compliqué. Mais il y a une quatrième voie que vous n'évoquez pas, c'est l'intégration. Alors, vous faites une différence entre intégration et assimilation? Ah oui.
Voilà, on va faire de la sociologie ensemble, si Ben vous voulez, oui, mais ça nous prendra beaucoup de temps. Là. Écoutez, on en parle énormément de cette différence aujourd'hui dans l'islam de France, mais déjà, mais même pour les Juifs, qui ont réussi d'une certaine façon, oui, leur intégration depuis 1791, mais c'est pas pour autant de l'assimilation. Vous faites pas la différence. Évidemment, en sociologie, on l'a fait, et donc il faut la faire. Mais il me semble que l'intégration ne parvient pas néanmoins à éviter la différenciation et la perception et l'auto-identification des cultures et des valeurs qui, en tout cas pour les Juifs, restent très fortes et n'effacent pas la personnalité, n'effacent pas les rituels, n'effacent pas les mémoires, n'effacent pas les histoires. Et donc, cette fameuse intégration républicaine que nous souhaitons tous, elle n'implique pas l'assimilation, mais néanmoins, elle n'efface pas les différences, et elle ne les efface pas pour les autres, et c'est encore pire. Et on rebondit sur la session d'aujourd'hui, et sur les événements contemporains que nous vivons, qui sont assez tristes et presque tragiques, comme vous le savez. Et vous les vivez comment, vous ? Ben, je viens de le dire, de manière triste et quasiment tragique. Alors, Stefan Zweig, moi je suis toujours assez critique vis-à-vis de lui, et ça fait mauvais effet parce qu'il est tellement adoré, il est idolâtré en France. Et moi, à mon avis, c'est grâce à ses traducteurs, mais enfin, c'est une autre histoire. Vous montrez bien une chose, à travers les lettres et tout ça, que finalement, il prend conscience qu'en 1938, quand on brûle ses livres, mais avant qu'on brûle ses livres, finalement... C'est plus compliqué que ça encore, et Joseph Roth lui demande d'intervenir, il ne le fait pas. Et il a honte, il a peur de perdre son statut. Il a peur, c'est pire encore, de ne plus vendre ses livres. C'est affreux, il ne faut pas le dire. C'est l'écrivain le plus vendu, le plus lu de son époque. À l'époque. Néanmoins, quand on regarde le personnage, quand on regarde certaines de ses nouvelles qui sont peu connues, il y a une tendresse. Il y a même une tendresse pour les shtetl. Il y a même une tendresse pour la Galicie. Il y a un retour, vous le savez, de Zweig vers le judaïsme de l'Est. C'est un personnage beaucoup plus complexe qu'on ne le voit. Il est très complexe. Oui. Et je pense qu'il faut en prendre toute la mesure. C'est un homme quand même très, très bouleversé par le siècle et qui finit par se suicider de ce siècle. Oui, il se suicide, mais ça remonte à bien plus loin en avant. Le désespoir est là quand même. L'assimilation, il la poursuit, mais elle est vaine et il s'en rend compte. Finalement, tous hésitent. Pardon, Alfred de Montesquieu. Ce qui m'a frappé, moi, chez Zweig, j'adore, j'ai une passion, mais quand on va au Brésil, on voit qu'il est déraciné. C'est-à-dire que c'est aussi un suicide du déracinement. C'est la solitude. De l'échec de l'exil. Il va là-bas et il asphyxe. Il n'espérait pas autre chose dans l'exil que... Parce que quand il part, il est optimiste. Il écrit encore des textes et tout ça. Je crois même qu'il écrit son livre sur Magellan sur le bateau. Oui. Il est inspiré, tout ça. Et puis une fois qu'il est là-bas, il est déraciné. Je voyais en lui quelqu'un qui a une profonde mélancolie, mais qui date de très longtemps avant. Et évidemment, ça a ravivé. Le sentiment de l'exil l'a ravivé. Le grand auteur, c'est Schnitzer, quand même. C'est un type extraordinaire. Ouais. Si vous avez Vienne au crépuscule, qui est un livre peu connu, on a tous les éléments dont nous venons de parler à travers des personnages qui s'opposent les uns les autres. Le sionisme, le socialisme, l'assimilationnisme, le père au fils, Oscar qui finit par se suicider, qui veut s'assimiler. Vienne au crépuscule est un livre extraordinaire et malheureusement peu connu. Peu connu. Mais même Schnitzler est beaucoup moins lu aujourd'hui que Stefan Zweig. Malheureusement. Alors, vous dites bien, le malheur leur colle à la peau. Alors, les mauvaises langues diront, c'est normal, ils sont ashkénazes. Bon, ça, on ne dira pas ça. Mais il y a quand même un séfarade. C'est Cohen. C'est Albert Cohen. Ouais. C'est le seul séfarade, mais les autres, non, on ne peut pas les aider. Là où, quand même, je trouvais que vous aviez un peu exagéré, mais peut-être que je me trompe, à propos de Kafka, vous dites qu'il n'était pas attiré par le sionisme. Quand même, les lettres, le journal, montrent autre chose, même l'apprentissage de l'hébreu. Écoutez, c'est simple, il dit le sionisme est une fantaisie. Il le dit et je le répète. Évidemment, il commence à apprendre l'hébreu, il commence à apprendre le jardinage pour aller au kibbutz. Il apprend un peu l'hébreu, il le parle assez bien même. Bien sûr, il s'intéresse au trait. Oui, mais si vous regardez de très près les spécialistes de Kafka, ils vous diront tous que c'est quelque chose de tout à fait secondaire, hésitant, et Kafka lui-même dit c'est une fantaisie, et Bror lui-même dit explicitement Kafka n'a jamais été sioniste. Max Brod, oui. Oui, effectivement. Mais quand même, Rainer Starr,
le grand biographe. Oui. Le grand biographe de Kafka est plus nuancé. Écoutez, je suis en désaccord avec vous. Je trouve que si on regarde de très près les trois volumes remarquables, la conclusion est la même. Enfin, Mais alors, votre conclusion, elle est terrible. Hein. Pas sur Kafka, mais sur l'ensemble. Vous parlez d'impasse historique. Parce que le libéralisme européen rejette ces écrivains juifs. Comment on sort d'une telle impasse? Écoutez, eux n'en sont pas sortis. Joseph Roth se suicide par l'alcool. Ils en meurent tous par étouffement. Proust meurt étouffé. Enfin, ils étouffent tous. De nos jours, écoutez, je ne vois pas de sortie non plus. Oui, vous avez... moi, c'est pour faire un peu provocateur, mais je pense au Tour du Malheur, qui est le livre de Kessel. Kessel rentre finalement quand même dans votre catégorie. Il est né en 1896. Il s'en sort très bien et par le haut. Enfin, quand il rentre à l'Académie française et qu'il dit « Vous avez choisi pour remplacer l'aristo, là, un peu neuneux. » C'est vrai. Voilà. Enfin, vraiment, il en sort par le haut. Un exemple qui nous sauve. Et qui nous après, moi, je suis peut-être un peu un Kesselolâtre excessif, mais bon. Ouais. Voilà. Vous l'avez lu, oui, absolument. C'est vrai qu'on est frappé par ce malheur qui colle à la peau. Tout le livre est empreint de ce malheur d'être juif. Alors, en ont-ils été conscients? À quel point? À quel moment dans leur vie? Je pense que... Enfin, moi, je suis très férue de psychologie, et c'est ce qui m'a intéressée chez Irène Nemirovsky. C'est de sentir vraiment la fragilité de chacun face à un événement, sa réaction. Je serais presque dans l'idée que s'il faut faire de la micro-histoire, voilà. C'est-à-dire que à un moment donné, Kafka, il est quand même, je trouve ça extraordinaire d'aller apprendre l'hébreu. Il a quand même tout d'un coup un rêve, une perspective. Mais c'est pas propre aux écrivains juifs, c'est propre aux écrivains juifs de cette région. Parce que si vous prenez des écrivains juifs d'Afrique du Nord, par exemple, ou d'Irak ou d'ailleurs, de cette même époque, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous parlez vous-même, vous employez dans la dernière page l'expression « histoire lacrymale ». C'est l'expression de Salo Baron, et ça renvoie au livre que j'avais fait précédemment sur les larmes de l'histoire, où je montrais que même Salo Baron s'est trompé. C'est-à-dire que l'histoire est en effet une histoire de larmes, alors que Baron pensait que ce n'était pas le cas. Alors, vous avez évidemment lu, parmi tous ceux que vous avez lus, et bien lus, parce que vraiment, même quand on croit connaître un écrivain, on le redécouvre à travers les extraits que vous donnez dans votre essai. Irène Nemirovsky, comment vous la placez dans la constellation des écrivains juifs? Parce que vous dites, donc, elle fait partie des écrivains juifs. La pauvre vieille, elle a du mal. Elle a du mal. Hein. Elle a beaucoup ramé. Hein. Oh là 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 là. Et son destin est terrible. Terrible. Je trouve que je n'ai jamais aimé cet auteur. Et pourtant, en la lisant de très près pour ce livre, il y a de la tendresse. Parce que ces héros sont pleins de tendresse. Je veux dire, quand on prend David Goldet, sa mort est extraordinaire. Il redécouvre le yiddish. Il y a une tendresse à la fin, dans la dernière page. Le dernier mot, yid, et il se souvient du yiddish, il se souvient du chandelle, il se souvient du Shabbat. La dernière page, on voit un bonhomme décrit avec une tendresse énorme. Et dans beaucoup de ces nouvelles ou de ces livres, les personnages sont beaucoup plus ambigus que la figure de Nemirovsky elle-même, qui malheureusement, jusqu'en 1942, envoie ses papiers à l'extrême droite. Enfin, c'est quelqu'un qui se convertit. On voit quelqu'un qui est dans le désespoir, qui ne sait pas où aller, qui veut absolument s'assimiler. Elle le dit. Eh ben non, elle ne peut pas s'assimiler. Elle veut devenir française, mais elle n'y parvient pas. C'est un drame. Il y a eu une époque quand même où elle a réussi à se faire admettre par cette société. Admettre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils l'ont intégré. J'imagine que Paul Morand ne devait pas tellement l'admettre. Non, mais il n'admettait personne. Alors, de toute façon, il restait plus grand monde. Alors, Dominique Missika, donc, c'est à la fois une biographie et un portrait. Il y a eu une grosse biographie d'Olivier Philippona et Patrick Lennart. Qui est très impressionnante et qui est une véritable somme. Et donc, quand j'ai voulu attaquer cette montagne qui est cette romancière, j'ai cherché
au fond, qu'est-ce qui me plaisait et qu'est-ce qui faisait que, vous êtes bien placé pour le savoir, quand on écrit une biographie, il faut passer 2-3 ans avec un personnage, quitte à faire où il faut l'aimer, parce que ça vaut mieux quand même. Eh bien, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'est de faire un portrait psychologique, plus qu'une biographie littéraire. C'est tout à fait ça, oui. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une jeune femme. La Sagan, on a souvent dit que c'était la Sagan des années 30. Elle a 26 ans et du jour au lendemain, elle est célèbre. Voilà. Ça lui tombe dessus. Hein. Ah, ça lui tombe littéralement dessus, mais elle est extrêmement maligne, pragmatique, et elle joue parfaitement le jeu. Et c'est ça qui m'a... D'abord, premièrement, ça m'a beaucoup amusée, parce qu'elle est célèbre du jour au lendemain, et elle n'a pas le physique de l'emploi. Elle est jeune, elle a 26 ans, elle a l'air d'une pensionnaire, tout le monde dit qu'elle a... Parce qu'en fait, elle est très peu maquillée, elle est toute petite, couleur beige ou couleur sombre, une petite collerette blanche, pas de bijoux. Donc elle a l'air d'une pensionnaire, dit le premier journaliste qui vient la voir. Or, ça tranche terriblement avec ce qu'elle écrit, qui est d'une noirceur, d'une violence, d'une crudité terrible. Donc, elle se construit un personnage, ce que je trouve extrêmement habile. Elle joue le jeu, elle pose avec son chat. Les critiques littéraires remarquent qu'elle a une écriture virile, qu'elle écrit comme un homme. D'où quand même la misogynie. Oui, mais ça, à l'époque... Oui, mais on dit, il y a d'autres romancières comme Marcel Tiner ou autres, etc. On dit aux femmes les histoires de cœur et aux hommes le monde des affaires. Ouais. Ah ben oui, mais d'accord, mais il faut qu'elle se défende. Elle est une femme, ce qui est quand même pas évident, une femme de lettres qui veut pas écrire du roman à la rose. Qui garde son nom de jeune fille pour écrire. Garde son nom de jeune fille, qui ne se dissimule pas parce que je fais une sorte d'enquête désagréable, mais Elsa Triolet, Nathalie Sarraute ou Sonia Delaunay, elles sont toutes nées juives russes, mais elles ont pris des noms bien français. Non, les noms de leur mari. Les noms de leur mari. Oui. Sauf que Irène Nemirovsky, elle épouse un Michel Epstein, qui est un juif russe banquier aussi, donc ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc elle garde son nom de jeune fille. Elle n'est pas la maîtresse d'un écrivain. Elle ne tient pas un salon. Elle n'a qu'elle-même, elle se défend elle-même, elle a confiance, elle n'est pas ambitieuse, elle a confiance dans son talent. Et en même temps, cette période qui lui tombe dessus, encore une fois, grâce à David Golder, qui est un livre qui aura un succès considérable. Absolument. Finalement, ça n'a pas duré si longtemps. Son succès a duré, elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps. David Golder, Le Bal, les 2 livres adaptés au cinéma. Oui. Paul Morand qui lui fait justement du gringue pour publier ses nouvelles. Après, il y a Jézabel. Non, il y a encore des succès. Il y a encore des succès. Les chiens et les loups. Le pion sur l'échiquier. Elle publie des nouvelles. Ce sont des échecs. Relatifs par rapport à ce que... Relatifs. Elle va mourir à 39 ans. Donc, elle avait encore le temps d'écrire des best-sellers. C'est pas parce que elle se plaint que ses livres se vendent moins bien parce que son mari, parce qu'ils sont quasiment ruinés et qu'elle fait vivre son ménage avec ses droits d'auteur. Il faut dire aux gens qui nous regardent que aujourd'hui encore, David Golder ou Le Bal sont des livres extraordinaires à lire et en même temps, par certains côtés, encore plus aujourd'hui, choquants. Alors, choquant parce que mais déjà à l'époque, ce serait pas signé Nemirovsky, on dirait. Ça, c'est du Paul Morand. Enfin, c'est d'un antisémitisme. Oui, France Ladoulce n'a rien. C'est pareil. Donc, c'est pas tout à fait. À la première lecture, oui. Bah oui. Et elle y répond. Mais même elle y répond. Même à la seconde. Non. Elle y répond. Elle y répond elle-même. Oui, d'accord, elle y répond. Elle y répond. Et vous le dites bien, vous dites ce qu'elle répond, mais moi, je suis pas convaincu. Eh ben, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que elle est soucieuse. Alors là où peut-être qu'elle est ambitieuse, elle est soucieuse de plaire. C'est à la mode. Le roman juif est à la mode. Donc, elle ne se prive pas de prendre ses personnages tels qu'elle les a vus. Elle dit qu'elle est elle-même comme une sociologue. C'est pas parce que c'est à la mode uniquement. Ça, c'est de l'opportunisme. Oui, c'est pas de l'ambition, c'est l'opportunisme. Attendez. Mais c'est aussi parce que c'est ce qu'elle connaît le mieux. Elle le dit elle-même. On ne reproche pas à François Mauriac de décrire la bourgeoisie bordelaise. Thérèse Lequeroux. Oui, mais... pourquoi est-ce que... Non, mais je vois très bien à quel point elle est ambiguë. Non, mais on ne lui reproche pas de parler de ce qu'elle connaît.
on lui reproche de le faire dans des termes qui sont d'une violence inouïe. Parce qu'elle dit, alors elle se défend et elle dit, les Juifs tels que je les ai vus, c'est-à-dire les brasseurs d'affaires, les financiers, la finance cosmopolite, son père. Moi, je dis qu'elle règle ses comptes, surtout, avec ses parents. Avec sa mère. Avec sa mère. Surtout. Parce qu'elle dit, ils ont été pourris par l'argent. Ils l'ont... son père s'est tué comme David Golder en brassant des millions et en brûlant son âme et en étant corrompu. Et sa mère, par égoïsme, a préféré l'argent à sa fille. Elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas. Donc, pour régler ses comptes à ses parents, elle prend ce milieu parce que d'un autre côté, elle ne fait pas partie des Juifs du shtetl, elle n'en a jamais vu, c'est une grande bourgeoise. Elle est dans une famille riche. Voilà, mais elle n'est pas non plus une aristocrate du Faubourg Saint-Germain, puisqu'elle est née à Kiev. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle n'est pas non plus une Russe d'avant-garde. Elle n'est pas non plus ces Russes blancs tels que Kessel. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, elle ne rentre dans aucune case. Aucune case. Elle n'est pas. Kessel occupe le créneau russe avec les cabarets, les tziganes, la musique tzigane, etc. Le créneau russe est pris. Bon, donc elle peut pas, elle sait pas. Non, mais moi je dis qu'il y a de la. Mais vous n'avez jamais pensé à la haine juive de soi, s'agissant d'elle? Non, parce que je crois qu'elle est vraiment, elle est ce que son enfance, elle ne guérit pas de son enfance. Oui, mais elle va plus loin parce qu'elle se convertit au catholicisme. Non, mais elle se convertit au catholicisme. Alors là, carrément, c'est par sécurité. Comme elle dit elle-même au prêtre qui va la bénir, qui va la convertir, elle dit: je suis une piètre recrue. Elle ne va même pas à l'église, elle fait le minimum minimorum. Oui, mais même après, en 1940 encore, Les chiens et les loups, là aussi, c'est un roman dont les Juifs ne sortent pas grandir, moins qu'on puisse dire. Elle regrette, elle comprend que le moment où ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, quand elle le publie, elle comprend qu'elle est à ce moment-là en porte-à-faux. Mais quand elle le publie dans les années 30, David Golder, elle sent pas ça. Là, elle en est consciente. Elle est suffisamment intelligente pour être consciente qu'elle se coupe, et justement, comme disait Pierre Birnbaum, qu'au fond, les Juifs ne seront jamais assimilés, et elle le montre. Oui, mais alors, pourquoi, il y a des petits mystères, pourquoi elle refuse, en 1930, d'être naturalisée française? Parce qu'elle veut, on lui propose pour avoir le Goncourt, et elle estime que ce serait justement par opportunisme de devenir française, de demander à devenir française. Mais oui, mais elle veut pas que ce soit pour avoir le Goncourt. Elle veut être française, puisqu'après, ils vont redemander à plusieurs reprises. Ça, c'est un mystère quand même. Pourquoi, quand elle redemande à 2 reprises d'être française... La période a changé. Alors, la période a changé. Et c'est là où elle manque, effectivement, de réflexe. Elle a manqué de... Mais c'est... Et puis, en 1940, quand les Allemands occupent la France, il y a très vite la liste auto, c'est-à-dire la liste des livres interdits en France. Et elle n'en fait pas partie. Et les auteurs juifs, les communistes, les francs-maçons, mais pas elle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé, tout le monde a cherché la raison. Moi, je pense simplement parce qu'elle est d'abord rentrée dans la catégorie des auteurs russes, pas forcément juifs. Oui, c'est il n'y a pas d'autre explication. Et pourtant, une omission. C'était de notoriété publique. Oui, une omission. Enfin, dans la 2e liste, elle y figure. Elle y figure, mais comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre Birnbaum, elle va être arrêtée. Oui. Mais enfin, c'est quand même une femme qui collabore à un journal, Gringoire. C'est le seul qui l'appelle. Un journal d'extrême droite. C'est le seul journal, Horace de Carbuccia, c'est le seul qui la paye. Mais c'est un journal antisémite. C'est le seul qui la paye. Je dis, elle fait vivre sa famille. D'ailleurs, c'est déchirant les lettres qu'elle écrit à partir de 40 où elle n'a plus de revenus. Elle est la seule, son mari a été licencié de la banque. Elle n'a pas de revenus. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un fil de tout ça entre toutes ces prises de position? Je ne crois pas que ce soit la haine de soi. Je crois que c'est simplement elle a rêvé d'être et elle le dit d'ailleurs, que me fait ce pays? Elle a rêvé, en effet, d'être française, d'être une romancière, d'être une femme de lettres reconnue, de ne pas être catégorisée dans la catégorie juive, russe, femme. Elle veut être à l'égal de tout le monde, et elle fait le constat qu'elle est rejetée. Quand elle dit cette phrase terrible, que me fait ce pays? Eh ben, elle comprend qu'elle est rejetée.
elle s'est imaginée être une femme de lettres française, reçue par, effectivement, la droite la plus classique, la plus conformiste peut-être, mais elle était, quelque part, c'est son milieu, elle est une grande bourgeoise, elle habite du côté des Invalides. Après vous avoir lu, et bien lu, et j'ai savouré, parce que justement, c'est la dimension psychologique. Je me dis, j'aime toujours autant ces livres, mais je n'aime toujours pas la personne. Oui, c'est ce que souvent on me dit. Je n'aurais pas envie de la rencontrer, parce que je vois tellement d'où ça vient, où ça va. Même si on fait la part... Alors, il y a des choses formidables. C'est une grande lectrice, elle est très cultivée. Oui. Non, mais c'est aussi parce qu'on connaît la fin. Oui. On connaît la fin. Et alors, ça, c'est un mot d'ailleurs de Cioran qui dit c'est terrible, mais pour les grands poètes, les grands écrivains, etc., quand la fin est tragique, on reconstruit tout dans son inconscient par rapport à la fin. C'est pour ça que j'ai voulu... Suicide, etc. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu la rétablir dans ce qu'elle est, cette jeune femme qui, du jour au lendemain, est fêtée dans tout Paris, qu'elle est the great attraction. Vous montrez la fragilité, oui, alors elle est qu'elle était une femme forte. Oui, mais qui affronte le monde, le tout Paris des lettres, et qui affronte la guerre, et qui est une exilée quand même. Elle est née à Kiev, elle vit à Paris. Mais dans un milieu absolument, très mais il y a quand même. Et puis il y a cette blessure. La haine de sa mère est quand même une souffrance dont elle ne peut pas se remettre. Il faut écrire pour guérir. Pierre Birnbaum, est-ce que votre opinion de Nemirovsky a été changée? Je reprendrai assez bien ce que vous dites, des livres tragiques, bouleversants, avec quand même une sorte de stupeur quand on voit la description des Juifs, et seulement de ces Juifs-là, il y en a bien d'autres qu'elle ne connaît pas, mais dont elle ne parle pas. Et puis un destin tragique, une belle écriture, un destin tragique, une femme complexe. On reste choqué un peu par cette vie. On reste choqué. Je suis pas sûr que j'aurais eu envie de la rencontrer non plus. On reste. Moi, je serais curieuse justement, au contraire, de savoir qui elle était. Et puis sa mort à 39 ans. Elle meurt en 42 à 39 ans. Affreux. Peut-être que après guerre, elle aurait expliqué. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas laissé de traces. Elle aurait expliqué qui elle a été. Elle a laissé une trace posthume, c'est Suite française, qui va être le livre qui va la faire connaître à titre posthume, très tardivement, par le grand public. C'est sur l'Exode, qui est effectivement un grand livre. Et dans lequel, je crois, à mon sens, il n'y a aucun juif n'apparaît pas mais du exactement. tout. Ce qui est bizarre aussi, quand même, parce que tout de même, les juifs font partie de cet Exode, ils ont subi ses conséquences, il n'y a pas un demi-mot. Oui, mais une fois de plus, elle est en mai 42, elle écrit à chaud, elle ne peut pas... Je ne dis pas le contraire. On ne peut pas lui demander de... Non, on ne demande rien, mais on c'est étonnant quand même. On constate que c'est bizarre. Moi, je dis qu'il serait peut-être arrivé... C'était sa guerre épée, donc elle en avait prévu 5 volumes, elle en a écrit 2, il serait arrivé après. Oui, mais enfin, elle passe toute sa vie d'écrivaine à parler des Juifs, et quand elle écrit son grand livre, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot, mais il y a un mot dans les lettres qu'elle écrit. Oui, les lettres, c'est une chose. En tout cas, ça n'enlève rien. Elle l'aurait écrit après. Mais d'ailleurs, vous consacrez une page à la fin, à Suite française. Vous n'avez pas analysé, vous n'avez pas voulu l'analyser. Non, parce que je la prends telle qu'elle a été, telle qu'elle nous a été laissée, telle qu'on l'a laissée. Je l'ai laissée là au moment où elle meurt quelque part. Après, c'est une histoire littéraire. En tout cas, je suis sûr que ce que vous en dites donnera envie à beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs de regarder, de lire votre livre. De près, de se faire son opinion. C'est chez De Noël, Une vie inachevée. Ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà. Je signale qu'il y a également Irène Nemirovsky, femme de Paris, femme de lettres. Ce sont des portraits inédits aux éditions De Noël, c'est des petits fragments. Elle a écrit, parce qu'elle a écrit des pièces radiophoniques. Voilà, donc elle écrit pour le cinéma, elle écrit pour la radio, je trouve ça assez... C'est pour les fans. Oui. Alfred de Montesquieu, vous connaissiez Irène Nemirovsky? Oui, bien sûr, oui. Moi, je l'ai découverte par Suite française. En fait, je l'ai découverte à l'envers. C'est le mécanisme inverse du vôtre. J'ai découvert comme lecteur et je suis allé remonter. Et c'est quand même une écriture très bouleversante. Il y a quelque chose d'assez mélancolique. Moi, je l'ai jamais lu comme une écrivaine spécifiquement juive. C'est vrai que ça m'avait pas frappé. Mais cette espèce de mélancolie de la grande bourgeoise qui regarde la vie passer. Il y a un titre, mais il y a une histoire, je me souviens plus du titre, où en fait c'est sur une génération entière, donc on voit une femme jeune qui voit ses enfants. Les biens de ce monde. Voilà, c'est ça. La bourgeoisie de province, la femme qui s'ennuie. Elle avait une amie d'enfance
qui habitait dans le nord de la France. Avec un ingénieur. Voilà, il y a une famille propriétaire d'une papeterie, d'une imprimerie, et elle est fascinée par ce monde immuable de la bourgeoisie du Nord. Elle rêve d'en être. Alors, Alfred de Montesquieu, votre livre, Le crépuscule des hommes, c'est une des plus belles surprises de la rentrée littéraire, qui est un roman qui est ancré de plein pied, je dis bien un roman, dans l'histoire avec un grand H. Donc c'est le procès de Nuremberg, en 1945-46, ont été jugés 24 des principaux responsables du Troisième Reich. Le tribunal, 4 juges, 4 conseillers, il y a des Américains, il y a 2 Français, des Soviétiques. Vous dites à un moment, les Américains sont assoiffés de justice, les Russes sont assoiffés de vengeance. C'est pas trop catégorique? Vous le dites vous-même, c'est un roman, tout est vrai, on me demande, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est un roman fantastique ou un roman, comment dire, vous savez, ou est-ce que c'est vrai? En fait, c'est vraiment, moi j'appelle ça un roman vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'inventé dans ce livre. Toutes les phrases sont des phrases que je prends, j'ai presque jamais formulé mon propre jugement dans le livre. Je prends des phrases de mes héros, de Didier Lazard, de Madeleine Jacob, de Martha Gellhorn, et c'est comme ça que je le vois. Je crois que cette phrase-là, en l'occurrence, c'est Madeleine Jacob. Alors, vous avez une vision, une méthode qui est très intéressante. Vous vous mettez du côté de la presse. C'est les coulisses du procès vues du côté de la presse. Parce que la presse et les VIP, parce qu'il y avait quand même pas mal de VIP, hein, c'était the place to be, Nuremberg à ce moment-là. C'est le creuset, si vous voulez. Il y a 300 journalistes, c'est les meilleurs journalistes au monde qui viennent. Oui, mais il y a aussi des invités, des grandes signatures. Alors, les journalistes, ils sont au château de Faber-Castell, surnommé château des crayons. Vous devinez pourquoi. C'est le château du millionnaire qui les a construits. C'est drôle, ça. C'est un détail qui m'a beaucoup plu. Mais les VIP sont au Grand Hôtel. Oui, au Grand Hôtel, qui est l'hôtel où dormait Hitler pendant les... le Grand Hôtel est à Nuremberg, mais le château des journalistes est à Stein. Oui, c'est à 6 km au sud. Oui, c'est ça, c'est à côté. Mais nous, on est avec les journalistes. Donc, vous avez cité Madeleine Jacob, chroniqueuse judiciaire de franc-tireur, très célèbre. Il y en a d'autres que vous mettez en scène. Vous êtes avec Kessel, bien sûr. Kessel. Ah, mais Kessel, il fait que passer. Hein, parce que c'est quand même les grandes stars sont venues et très vite se sont ennuyées. Donc, soit elles sont reparties, soit elles faisaient des allers-retours. Moi, j'ai cité Kessel, évidemment. Hemingway. Hemingway ne vient pas. Dos Passos part au bout de 10 jours, mais ses textes sont admirables. Je m'appuie beaucoup sur lui au début. Hemingway, c'est une légende. Il n'est pas venu parce qu'il aimait pas ça. Il était en train de divorcer de Martha Gellhorn, qui était là. Il voulait pas la voir. Du coup, il voulait surtout pas la voir. Et Steinbeck, on a beaucoup dit que Steinbeck était là. Moi, j'étais parti bien en tête. Et en fait, il n'était pas là. C'est un mythe. Mais il y a des gens qui l'ont dit face caméra, si vous voulez, mais c'est un mythe en fait. Moi, je suis pas historien, j'ai pas cet honneur, mais bon, j'applique une méthode d'enquêteur journalistique, et donc je mène ma petite enquête, si vous voulez. Donc j'ai appelé la Steinbeck Society, j'ai parlé avec eux longuement, et c'est à l'américaine, ils savent où était Steinbeck. Jour par jour, ils sont reçus donc ils ont le billet du bateau, ils débarquent du bateau le 18 novembre à New York, donc on sait très bien qu'il peut pas être le 20 novembre à Nuremberg. Donc c'est un mythe. C'est un mythe. Bon. C'est embêtant, ça. On n'oubliera pas. En tout cas, ils sont pas mon droit. Il y a aussi Aragon. Alors Aragon aussi, il envoie Elsa Triolet, mais il ne vient pas. Triolet. Ah oui, Triolet, elle vient sur le tard. C'est assez amusant parce que on appellerait ça aujourd'hui un voyage organisé. En fait, la presse en a un peu marre et même l'opinion publique s'est désintéressée. Et du coup, certains États, notamment donc les Anglais, envoient Victoria Ocampo, qui n'est pas anglaise mais qui est un peu jet set, extraordinaire, qui a écrit des pages géniales. Elle a une attitude géniale. À la fin, elle a interpellé tout le monde, le tribunal, en leur disant. Dites-moi si je me trompe, en leur disant, mais il n'y a que des hommes ici, il n'y a pas de femmes. Est-ce que les femmes n'ont pas été victimes de la guerre? Elle a incroyablement moderne. Par les sténodactylos, il n'y a pas de femmes. Non. Donc ça n'a pas marché, si vous voulez, ce voyage organisé. Et dans le cas de Elsa Triolet non plus, ça n'a pas très bien marché, parce qu'elle est arrivée,
Alors, elle logeait au château, ce qui est non, au Grand Hôtel justement, ce qui est un peu. C'est une VIP. Voilà, c'est une VIP. Elle vient de gagner le Goncourt, puisque ce que je ne savais pas, c'est que c'est la première femme à gagner, mais ça aurait pu être Irène Nemirovsky. Elsa Triolet. Oui, mais je ne savais pas que ça aurait pu être Irène Nemirovsky. Pour des nouvelles. Et pour le premier accro coûte 100 francs. Voilà. Il y a Fred Dublin. Oui, Dublin est là, oui. Et puis, on l'a dit, John Dos Passos, quand même. Manhattan Transfer. Marlène Dietrich. Oui, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est là, elle n'est pas là en tant que journaliste, elle est là en tant qu'observatrice, c'est comme vous dites, c'est la place to be. Et puis, j'ai découvert qu'il y a une rivalité très forte entre elle et Martha Gellhorn pour l'amour de James Gavin, qui est le grand héros, c'est le général qui saute en parachute à Sainte-Mère-Église, c'est le boss des parachutistes américains, grand beau gosse, et il y a une rivalité amoureuse entre Martha Gellhorn et... Martha Gellhorn, rappelez-nous, elle était journaliste pour quel média? Alors, la malheureuse, elle était vraiment persécutée par Hemingway. Alors, Hemingway, c'est un personnage, quand on le regarde de près, c'est pas le grand homme. Non. Bon, c'est la seule femme présente sur les plages du débarquement le 6 juin 1944. Elle travaille beaucoup pour Collier's Weekly, qui a été oublié, mais qui est un grand hebdo, un peu comme Time Life. Et elle travaille pour des grands journaux, mais dans la détestation, il faut dire le mot, de Hemingway, il fait tout pour l'empêcher d'écrire dans les grands titres. Il lui savonne la planche. Ouais, vraiment. Et alors, parmi les journalistes, il y en a un, moi, franchement, j'ignorais totalement son existence. C'est Ernst Michel. Alors, vous allez nous le présenter parce que il est extraordinaire, ce personnage. Extraordinaire. Qui est Ernst Michel? C'est un personnage extraordinaire. Pour ne rien vous cacher, je suis en train de préparer sa biographie avec son épouse, sa veuve, qui est une vieille dame qui habite à New York. Donc Ernst Michel, c'est un garçon qui grandit à Mayence, qui est juif, et qui, en gros, est persécuté. C'est son vrai nom? Ah oui, c'est son vrai nom. Enfin, c'est plus subtil que ça, effectivement, bonne question. Et donc, il est persécuté, il subit de plein fouet, dès l'adolescence, les lois antisémites de Nuremberg, etc. Et puis, paf, le jour de l'entrée en guerre contre la France, hop, déporté. Il doit se présenter à la gare à 6h du matin. Je vous épargne les étapes, mais c'est une longue suite, une spirale de persécution. Et il fait 6 camps de concentration. Le premier, c'est un camp de travail. Il coupe du bois chez un général, à la campagne. Puis c'est de pire en pire. Il est déporté à 15-16 ans. 16 ans. Et c'est de pire en pire. Chaque camp, on se dit, c'est le nouveau cercle de l'enfer dedans. Ça peut pas être pire. À la fin, il manque de finir noyé dans une fosse septique en récurrent les circuits de canalisation dans une ville du nord de l'Allemagne l'hiver. Enfin, on dit, ça peut pas être pire. Et là, c'est le moment où il arrive à Auschwitz. On est en février. À Auschwitz. Voilà. Et là, il va survivre à donc 2 ans, enfin tout Auschwitz, comme brancardier de Mengele. Donc, il va même à Auschwitz, si vous voulez, ça va encore plus loin que ce qu'on peut. Je vous raconte pas toute son histoire, mais la marche de la mort jusqu'à Buchenwald, les scènes de cannibalisme dans Buchenwald, mais enfin voilà. La deuxième marche, donc première marche de la mort, il fuit les Russes, les Soviétiques. Deuxième marche, les SS leur font fuir. Deuxième marche, les SS les font fuir les Américains, mais vers nulle part. Ils s'échappent dans la deuxième marche. Et puis, c'est ce que je disais à Missika, c'est qu'il a presque le cerveau lavé. Il sait plus très bien qui il est, d'une certaine manière, et il est arrêté par les Américains qui le prennent pour un SS en cavale. Et quand il erre, il retourne à Mayence pour essayer de trouver ses parents, qui entre-temps sont morts à Auschwitz, il ne le sait pas évidemment, et il ne retrouve même pas sa maison, elle est rasée par les bombardements. Et dans la prison, il y a un chapelain militaire qui passe, et Ernst, le petit Ernst, lui dit, mais ça ne veut pas dire Dieu, là, ce que vous avez sur les... Et en fait, c'est un chapelain, donc c'est un rabbin, et en fait, c'est une lettre de la Torah. Et en fait, dans sa semi-conscience, il reconnaît une lettre de la Torah, et c'est comme ça qu'il est identifié comme juif. Les Américains disent, mais oui, mais t'arrives d'où? J'arrive d'Auschwitz. Mais non, tu nous mens. Si, et il leur montre son tatouage. C'est le premier. Il se présente en tout cas, je suis son récit, comme le premier survivant d'Auschwitz que rencontrent les Américains. Et donc, quelques mois plus tard, il devient ami des soldats, et donc à Nuremberg, il y a ce grand problème qui est Jackson, qui est quand même un génie, le procureur général américain, il se rend compte très vite que, il faut juger les nazis, mais comme il le dit, la mise en récit du procès est presque plus importante que le procès lui-même. Condamné 21, 22 vieillards grisonnants, l'air méchant, comme les décrivent les journalistes, c'est une chose. La mise en récit, c'est une autre, qui est en fait beaucoup plus importante. Mais la troisième, qu'identifie très vite Jackson, c'est il faut aussi dénazifier l'Allemagne. Donc il faut parler aux Allemands. Problème,
il n'y a presque pas un journaliste en Allemagne qui ne soit pas compromis avec le nazisme. Donc, ils en apportent quelques-uns, par exemple Rebecca Mann, mais c'est des exilés, Peter de Mendelssohn, des gens comme ça. Mais ils ont un vrai problème. Et là, ils se disent, bon, lui, aucun risque. Alors, par contre, évidemment, le problème, c'est qu'il n'a jamais été journaliste, il n'a même pas fait d'études, puisqu'il a été déporté à 15-16 ans. Mais bon, il est très intelligent, très démerdard, et il va devenir un super journaliste. Pour quel média ? Alors, il va devenir pour l'agence, la nouvelle agence créée par les Américains. Tous les journaux sont supprimés en 1945, et les Américains, l'armée américaine, crée de toutes pièces une agence qui s'appelle Dana, et crée les 2-3 premiers journaux, dont le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Oui, Dana, c'est allemand. Dana, c'est allemand. Oui. Et le premier rédacteur en chef, d'ailleurs, j'oublie son nom, mais va devenir le premier président de l'Allemagne de l'Ouest. Donc le jeune Ernst travaille là-bas, travaille à Nuremberg, et il a des scènes. Il décrit le premier jour où il arrive, et c'est petit un tribunal, même un grand tribunal. Il est à 6-7 mètres de Kaltenbrunner, c'est-à-dire quand même le bras droit d'Himmler qui a quand même créé les camps. Il décrit qu'il est obligé il griffe le bois avec ses ongles pour se retenir de ne pas sauter et aller les étrangler. Chose extraordinaire. C'est quand même assez fort. Au moment du procès, Göring demande à s'entretenir avec lui personnellement. C'est une histoire sidérante, effectivement. À la fin du procès, quand Göring... Alors, la date n'est pas exactement précise, je me suis rendu compte en enquêtant que ce n'était pas tout à fait la fin, mais en gros, quand Göring a compris que le procès était perdu, en gros, après le témoignage de Rudolf Höss, le 15 avril, même les meilleurs des avocats à côté allemand ont compris que voilà, c'était à peu près plié. Et Göring, effectivement, demande via son avocat à rencontrer Ernst. Et l'avocat organise la chose, les Américains autorisent la chose. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce que Göring est décrit comme un homme... Enfin, certains journalistes sont sous le charme de Göring. Le côté prince de Machiavel, le côté flamboyant, condottière. Il reçoit des lettres. Courrier, mais... Les GIs piquent les timbres, ils font des collections de timbres avec le courrier. En fait, c'est typique des grands assassins en prison qui reçoivent des lettres d'amour. Ouais. Et donc, le grand condottière, le Machiavel, enfin, on ne sait pas pourquoi il demande à le rencontrer. Toujours est-il qu'il demande. Et Ernst accepte, dans la cellule, évidemment, qui est juste derrière le tribunal. Et il arrive, et puis il décrit la scène. Il dit, voilà, Göring se lève, me tend la main. Je ne pouvais pas lui serrer la main. Qu'est-ce qu'il voulait On ne sait pas, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que Ernst, après, en gros, pète une durite et se retourne, ne veut pas lui serrer la main. Il se dit, je ne vais pas lui demander est-ce que ça va bien, est-ce que vous avez de quoi manger. Il s'en va, quoi. Non, mais il hurle, il se retourne, il a une crise presque d'épilepsie, il hurle, il tambourine à la porte, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, on peut théoriser, est-ce que c'était pour demander pardon, est-ce que c'était pour narguer le survivant, j'en sais rien. Le New York Times, qui a fait donc l'obituary, la nécrologie la chronique nécrologique de Ernst Michel à la fin de sa vie, donc il y a une dizaine d'années, a dit The man who refused the Pulitzer Prize from the hands of Hermann Göring. L'homme qui a refusé le Pulitzer. Et la théorie du New York Times qui est fondée, parce que à l'époque, la terre entière, enfin tous les journalistes du monde voulaient l'interview de Göring. Est-ce que Göring voulait proposer cette interview comme une manière de demander pardon ? J'en sais rien. En tout cas, Ernst Michel l'a refusé. Et dernière anecdote pour aller dans votre sens, si vous le disiez, qui est quand même fascinant. Donc, il s'appelle quand même Ernst, c'est très allemand. Il y a Ernst Kaltenbrunner dans la salle. Et à la toute fin du procès, en gros, il sait pas. On lui dit, tu es un excellent journaliste, tu restes ici, tu deviendras une star. Mais lui, il se dit, je ne vais pas vivre dans ce pays. Et dès que je prends l'ascenseur, je vais me poser la question, est-ce qu'il était gestapiste, est-ce qu'il était SS ? Donc, l'Allemagne, c'est pas possible. Bon, ce qu'il appelle la Palestine, il se dit, c'est trop compliqué, je ne sais pas où ça va. Donc, troisième option, il part vers les États-Unis. Et là, il fait ce geste que je trouve incroyable, c'est qu'il rajoute un E à son nom. Ernst, c'est fini, c'est l'Allemagne. Maintenant, c'est Ernest, comme Hemingway. Et du coup, en fait, il est connu comme Ernest Michel. Il a fait une grande carrière aux États-Unis. Oui, il va faire une grande carrière de journaliste. Alors, parmi aussi les choses extraordinaires, moi, il y en a deux qui m'ont frappé. Marie-Claude Vaillant-Couturier, résistante, communiste, déportée à Ravensbrück, qui, en partant, s'arrête devant chaque accusé pour lui faire baisser le regard. Le seul qui soutient son regard pas longtemps, c'est Göring, justement. Et puis l'autre aussi, enfin ça c'est très connu, mais quand même, ça reste un mystère. Comment Albert Speer, ministre de l'Armement, les a embobinés dans sa séduction pour n'avoir que 20 ans de prison, alors que
Fritz Sauckel, son bras adjoint droit, est tué, va être pendu. condamné à mort. Ouais, C'est Là, sidérant. ça reste quand même sidérant. Ça, c'est très intéressant parce que ça donne de l'eau au moulin à l'analyse d'Elsa Triolet que reprennent des historiens, y compris contemporains. On parlait de Sylvie Lindenberg, fait cette analyse. C'est que, mais Elsa Triolet l'écrit au vitriol dans son article qui s'appelle La valse des juges sur la collusion de classe et qui dit voilà, ce gentleman avec son costume rayé qui parle un excellent anglais, qui enlève ostensiblement ses écouteurs pour montrer qu'il n'a pas besoin qu'on traduise et qui est un peu là faire des petits clins d'œil au juge et au procureur, l'air de dire écoutez, ces ploucs, ils ont interprété un nazisme. On est du même monde. Mais vous et moi, on est un peu au-dessus de tout ça. On joue au tennis en blanc l'été, voilà. Et on pourrait penser que la ficelle est un peu grosse, sauf que, comme vous le soulignez, il y a quelque chose de sidérant, c'est que parce qu'il n'est pas que architecte, hein, il est ministre de l'armement. Dachau, c'est sous ses ordres les ouvriers de Dachau. Et effectivement, il s'en sort là où son adjoint, Fritz Sauckel, est pendu. C'est Et quand même plus sidérant. encore, après 20 ans à Spandau, la forteresse, Oui. il va publier ses mémoires libéré. avec Gita Sereni, Il est libéré. etc. Et là, ses mémoires vont lui assurer Oui. un succès. Il va être le bon nazi, ce qui est quand même le C'est quand comble. même sidérant. Ouais. C'est le comble. C'est un Votre retournement. héros italien, on n'en a pas parlé du tout encore, votre journaliste italien. Oui, italien, faut le dire vite. Enfin. Il parle pas un mot d'italien, le pauvre chou, mais Ray Daddario, c'est un personnage C'est merveilleux. lui quand même qui ouvre le livre. Oui. Ouais. Alors, Oui. ce qu'il y a, il faut bien le dire, j'insiste, il est absolument véridique, et c'est vraiment le photographe le plus important sur Nuremberg. En fait, toutes les photos qu'on a dans la rétine du procès de Nuremberg, à 99%, sont celles de Ray Daddario. Pas forcément signées, parce qu'il était photographe militaire. Et donc lui, il arrive là presque un peu par hasard, si vous voulez, il est caporal-chef et tout, et puis il va se révéler à lui-même. Il devient sergent. Il devient sergent. Et surtout, il se révèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il comprend que c'est un événement fondamental, et puis en plus, effectivement, il tombe amoureux. Alors les gens me disent, non, mais l'histoire d'amour, c'est exagéré. Moi, je n'ai rien inventé dans le livre, rien. Ah oui. Même les dialogues, juste pour vous dire. Par exemple, les gens me disent, oui, quand Dos Passos dit, cette ville en ruine, en parlant de la ville bombardée, moi je lui fais dire à Didier Lazare, c'est comme de la dentelle sur un ciel bleu. Mais en fait, si vous prenez l'article de Time, de Time Life du 10 novembre, il arrive juste avant, il dit « like lace on the blue sky ». Donc, Vous avez été grandement aidé par les comptes rendus de tous ces gens-là, bien sûr. dans la presse, parce qu'ils sont très riches. Vous avez réussi cet exploit de faire d'un procès d'un ennui mortel un page-turner. C'est-à-dire qu'on ne le lâche pas, ce livre. Absolument. Vous l'avez lu, hein? Ah oui, je l'ai lu, je l'ai dévoré, et c'est vrai que pour avoir, comme on disait tout à l'heure, j'avais produit il y a 20 ans, 25 heures d'émission sur France Culture sur le procès de Nuremberg. C'est vrai que les débats alourdis par ce problème de la traduction qui rend le débat extrêmement pesant. C'est lourd, c'est en 4 langues. Hein. Oui, donc c'est très très. Et là, on est dans l'action, on est dans le bain, on y est. Et ça m'a. Je me suis souvenu justement parler des femmes, l'absence des femmes à Nuremberg. Il y avait une dame qui s'appelait Madame Le Maresquier, qui était interprète. Et je me souviens très bien, j'étais allée lui demander comment ça se passait. Et manifestement, il y avait quand même des soirées assez agitées. Oui, très agitées. Très agitées. Et elle écrivait tous les jours à sa mère. Et je lui avais dit, évidemment, vous avez gardé les lettres. Ah non, je les ai jetées parce que ça n'intéressait personne. Je m'étais dit, alors voilà une source. Et elle disait qu'en effet, il y avait les interprètes, les sténodactylos, mais qui étaient vraiment cantonnés à des tâches subalternes. Pierre Birnbaum, vous l'avez lu, ce livre? Je l'ai lu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai bien montré que je l'ai lu de près. On vit ça, on est dedans, on est stupéfait par ces histoires d'amour quand même qui contrebalancent la tragédie du moment. On le rêve, enfin. Cette drague permanente, cette séduction, les balles, les danses, alors qu'on vit un moment terrible. Dans les ruines en plus. Ça nous surprend, moi ça me surprend moins parce que, j'étais reporter de guerre avant et c'est Héros et Thanatos, mais si vous voulez, quand vous êtes dans quelque chose d'horrible, Madeleine Jacob décrit quand même que les images sont tellement, et les témoignages tellement horribles
que les gens sont en coma éthylique, les journalistes sont en coma éthylique le soir. On n'est plus dans la guerre, là, on est dans l'après-guerre. Oui, mais les gens découvrent. La reconstruction. C'est quand même la découverte de la Shoah. Un des le 29 novembre. Un des décors principaux de votre livre, c'est pas le tribunal, c'est le bar. Hein. Oui, mais cette scène, ce moment où l'écran est baissé, c'est un moment magique. Et par rapport aux images qu'on a de Nuremberg, du tribunal, du procès de Nuremberg, c'est vrai que ça détonne. On reste étonné tout de même par cette réaction, ce besoin de fête alors qu'on est face à la tragédie. C'est assez incompréhensible quand même. Elsa Triolet trouvait ça carrément répugnant. Oui, elle dit c'est une ambiance visqueuse, collante. C'est un peu ce que j'aurais envie de dire. Oui, mais enfin, en tant que grand reporter, vous savez bien que dans ces moments-là, dans toutes les guerres, il y a des choses qui peuvent paraître obscènes aux autres, mais une fois qu'on est dedans, ce besoin de décompression permanente. On a peu de choses sur les témoins eux-mêmes pendant le procès, sur la prise de parole des témoins. Et je pensais par exemple à Salo Baron et au grand témoignage de Salo Baron qui dégage une émotion dingue et qui reste un des moments forts du procès. Et Siskevert aussi. C'est terrible. Et qui, Raphaël Lemkin était au procès. Oui, il était comme conseiller du fils de Jackson. Il était très très déçu. C'est Philippe Sands qui m'a expliqué ça. Il a été horriblement déçu que le crime de génocide ne soit pas parmi listé dans l'acte d'accusation. Il a beaucoup milité pour que le terme en fait surgissent un peu au détour de la procédure. C'est lui qui l'a. Oui, mais aussi qu'ils surgissent dans la procédure. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde donc le procès était filmé en fait que 20 minutes par jour à peu près. Et dans ces 20 minutes, notamment à la toute fin, dans le réquisitoire final des Français, Champ Petite-Vivre, on entend 2 fois le mot génocide. Donc, le Telex d'Isieux montré par Edgar Faure. Oui, Edgar Faure. Ça, c'est la première fois qu'on a montré. Plus dans le livre, Le crépuscule des hommes, qui est paru chez Robert Laffont. Juste 2 coups de cœur pour terminer. Sioran, je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de Sioran, une biographie d'Anka Visdei, qui est pour moi la biographie, il n'y en a pas d'autres, d'autres de cette qualité, aux éditions de l'Archipel. Elle a d'ailleurs obtenu tout récemment le concours de la biographie pour ce travail. Encore faut-il avoir de l'estime pour ce moraliste. On peut être une aversion, parce que c'est très virtuose, ça repose entièrement sur le paradoxe, ce sont des fragments, mais enfin, quand c'est virtuose, c'est superficiel. Cela dit, il y a une profondeur chez lui. Sioran, c'est celui qui parle tout le temps de suicide, mais qui ne se donne jamais la mort. Il est mort de maladie. Bon, ça se lit très très bien. Hein. La grande nouveauté de ce livre, c'est qu'elle-même, l'auteur, qui est franco-roumaine, donc qui a eu accès aux archives, aux articles de l'époque et tout, elle-même, elle dit qu'elle a été étonnée de découvrir, bon, on savait qu'il n'était pas de gauche, et que pendant la guerre, il a été très ravi de ce qui se passait dans son pays. Mais là, elle a découvert quelqu'un dont elle dit il était hitlérien, il était militant antisémite. Avant la guerre déjà, mais pendant la guerre encore plus. Après, il vient en France, il fait partie avec Eugène Ionesco et Mircea Eliade des 3 Roumains, des intellectuels roumains les plus connus. Il va écrire en français, une grande partie de son œuvre, mais en tout cas, tout ce qu'elle raconte de ce qu'il écrit, il y avait de quoi le faire pendre à la Libération. C'est inouï. Il était proche de la garde de fer, enfin, tout y passe. Bon, c'est un exploit d'avoir réussi à le rendre quand même intéressant et passionnant. Puis l'exploit, c'est d'écrire une biographie sur quelqu'un qui avait décrété un jour « Il est incroyable que la perspective d'avoir un biographe n'ait jamais fait renoncer personne à avoir une vie. » Et puis, rien pour ça. ça c'est du Sioran. C'est du Sioran. Et puis enfin, ça vient de paraître Contre les fascismes. C'est un ouvrage collectif aux éditions Folio, en livre de poche, sur Zef Sternel, un historien engagé, collectif qui va au-delà d'un hommage. C'est une quinzaine d'historiens très connus, Henri Rousseau, etc., et beaucoup d'autres, Annette Becker. C'est une prise de conscience à l'heure où il y a urgence devant la résurgence d'une manière ou d'une autre des fascismes en Europe. Des fascismes, j'ajouterais, d'où qu'ils viennent, pas nécessairement de l'extrême droite. Zef Sternel était un Israélien, historien engagé, combatif même, je dirais un historien de combat,
Sa spécialité, c'était les idées politiques dans la France moderne. Il avait fait sa thèse à Sciences Po sur Barrès. Sur Barrès et le nationalisme français, sous la direction de Raoul Girardet. Je me doutais bien que ça, je n'allais pas vous l'apprendre. Et il a publié, entre autres livres, 2 grands livres, évidemment critiquables, La droite révolutionnaire, et puis Ni droite ni gauche. Sa thèse, c'est que en gros, sa thèse, c'était la généalogie du fascisme à la française puise dans la pensée contre-révolutionnaire et les anti-lumières. En fait, pour lui, c'est ça, les origines ontologiques de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui a été controversé, notamment en France. Et d'ailleurs, ce livre d'hommage collectif sera controversé. Ce qui lui a été reproché, c'est de s'accrocher parfois beaucoup trop aux écrits, à la lettre, des écrits, des livres, des articles, d'en s'en tenir à la lettre aux dépens des sensibilités, de l'ère du temps et du contexte. Il était aussi un historien du sionisme et bon, il se trouve que c'était un ami de longue date et je ne veux pas parler à sa place parce qu'il nous a quittés il y a 5 ans, mais je suis persuadé qu'il aurait beaucoup de mal avec ce qu'est devenu son Israël aujourd'hui. Vous l'avez connu? Très bien, et il aurait dit les choses avec beaucoup de force et de virulence, et je dirais que sa pensée, sa violence et son courage nous manquent. Absolument. Eh bien, merci à tous les 3 d'avoir participé aux 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème. À bientôt. Merci. Merci.